qualitatif. C'est-à-dire que quand on va arriver sur notre poste de travail, là, on va mettre en place, chose qu'on ne pourra pas faire si on n'a pas d'ascenseur, si on n'a pas de plateforme extérieure d'approvisionnement. C'est lève-plaque, des chariots de manutention, un compresseur, les systèmes airless, une table de perforation, des systèmes à ventouses pour lever les vitrages ou les tables de découpe. Ça, c'est tous des équipements qui, en l'occurrence, si on doit passer uniquement par les escaliers, souvent, soit ça va rester à l'atelier, soit ça va rester dans le camion. On ne va pas l'amener au poste de travail. Donc, ce qui nous permet d'arriver au point de dire que, au-delà d'avoir un aspect prévention sur la manutention pure, on a aussi un aspect prévention et qualité de réalisation sur la phase réalisation des tâches. Donc, les effets induits de la mise en place d'une logistique. Donc, on va évidemment améliorer les conditions de travail parce que, évidemment, on va réduire le niveau de fatigue, on aura moins d'absentéisme lié justement à une maladie, un mal de dos ou un doigt écrasé ou quoi que ce soit. Moins de situations à risque, donc on va avoir moins de personnel exposé en façade, ce qu'on a vu tout à l'heure, en train de réceptionner un colis et qui va s'exposer de manière involontaire, parce que lui, dans le cadre de son travail, il doit réceptionner le colis. Donc, voilà. Mise en œuvre d'aides techniques adaptées. Donc là, ce que je viens de montrer sur la diapo précédente, c'est augmentation de la productivité. On a une diminution de la durée globale de l'opération. Forcément, lorsqu'on passe moins de temps à manutentionner et on passe moins de temps à réaliser son travail, on va être moins longtemps présent sur le chantier pour réaliser la même tâche. Donc on a une réduction des frais fixes de chantier, donc c'est-à-dire que tout ce qui est imputation de locaux de chantier, installation de chantier ou de consommation d'eau et d'électricité. Et bon, ça c'est un autre volet, mais on a une réduction, ça c'était ressorti dans l'étude, réduction des vols et des dégradations des matériaux. Donc maintenant on va parler un petit peu chiffres au niveau de l'impact économique. Donc on avait vu tout à l'heure, Monsieur Dupuis l'a bien dit, c'est que pour démarrer, mettre en place une organisation, il faut évidemment investir. Donc initialement, le coût de la logistique, vous voyez, si je prends la première ligne uniquement, je dis ah mince, quand je ne fais pas d'organisation, ça me coûte que 9 000. Cool. Les deux autres organisations, j'ai un minima investi soit 21 000, soit 27 000. Donc je dis, bon, allez, a priori, moi je préfère pencher sur le 9 000. Sauf que si on a un regard un peu plus global sur l'opération, si on se rappelle tout à l'heure, je vous ai dit 4000 heures pour l'organisation 0 et 500 heures pour l'organisation 1 et 2, les organisations 1 et 2, on voit qu'on va consacrer 137 000 euros de dépenses en main-d'œuvre pour l'organisation 0 et uniquement 18 000, on va dire 19 000 euros pour l'organisation 1 et 2. Donc ce qui fait qu'on a un bilan global de l'opération, si on prend en compte l'investissement matériel et la dépense en main-d'œuvre, qui est de 146 000 euros pour l'organisation 0. Et par contre, on est à 46 000 ou 41 000 pour l'organisation 1 et 2. Donc on a, je ne sais pas comment vous voulez le dénommer, soit un gain, soit une dépense réduite de 100 000 euros. Ce qui fait qu'au niveau de lorsqu'on regarde par rapport au coût total, en pourcentage par rapport au coût total des travaux, la proportion accordée à la manutention, sur l'organisation 0, on est à 3,5% de l'opération. Sur l'organisation 1 et 2, on est de l'ordre de 1%. Et au niveau, si on s'attarde spécifiquement sur chaque lot, ce défaut d'organisation va impacter le coût au niveau de 7%. Et par contre, sur les recettes et plateformes extérieures, uniquement de l'ordre de 2%. Ce qui fait qu'en réalité, vous voyez bien,
En fait, le coût de la manutention, lorsque on va mettre en place une organisation, qu'elle soit grâce aux ascenseurs ou grâce aux plateformes d'amener extérieures, ben, on va avoir un gain de 5% au niveau de la manutention pour le lot concerné. Et par contre, on va avoir un gain de l'ordre de 2,5% pour la totalité de l'opération. Et à cela ben, s'ajoute en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire au-delà de la partie manutention pure, vous avez un temps d'exécution qui va être réduit. Donc on voit qu'on va impacter de l'ordre de 2% et de 1% le coût généré par le délai de réalisation. Donc on aura un gain pour le lot qui est de l'ordre de 7% et pour la totalité de l'opération de 3,6%. Donc voilà, on voit bien que en fait, si on met en place de la logistique sur le chantier, ben, c'est un gain pour tout le monde, aussi bien pour le plaquiste en fait, ou le menuisier, mais également pour le maître d'ouvrage, parce que lui, il va réduire en fait ses délais et en fait, il va avoir moins de retard sur ses opérations. Je laisse la parole au prendre la suite. Moi, je voudrais juste poser une petite question qu'on n'a pas, et qui je pense intéresse. Est-ce qu'on a une idée de la diminution du taux, du taux de réduction des accidents de travail et des TMS, etc. avec. Est-ce qu'on a eu beaucoup de chiffres? Est-ce qu'on a l'équivalent en réduction Alors du coup, du taux des accidents de travail et des l'étude TMS? n'a pas été menée sur l'impact réel du taux de sinistralité, mais plus sur vraiment le coût engendré. Donc après, je ne sais pas si vous avez des éléments. Donc du coup, c'est vrai que, enfin, moi logiquement, c'est facile à comprendre, enfin je pense que ça parle à tous les professionnels qui sont dans la salle, c'est facile à comprendre que lorsqu'on met en place une organisation qui permet de faciliter le temps de manutention et de faciliter la réalisation de la tâche elle-même qui soit moins manuelle, ben, il y aura moins de fatigue physique, moins de casse et du coup forcément la personne va travailler beaucoup plus vite et beaucoup mieux. D'accord. C'est pas... Je pense que ça peut être quantifiable et faire une étude complémentaire sur le long terme et voir. Voilà. Je pense que ça peut être une idée d'étude. Une remarque, ces deux études en fait mesurent les gains de productivité, mais elles ne prennent pas en compte le coût de la non-prévention. Et ce coût, même si effectivement il faudrait faire une étude plus longue, il est bien réel, parce que quand vous avez un salarié par exemple qui s'arrête, vous avez de la productivité, la non-prévention, là pour le coup ça coûte, on en est certain. Merci. Donc vous allez d'avant vous êtes contre la sécurité, la CGSS Prévention, qui met au point des guides de prévention. Et là, vous allez nous parler notamment de deux guides de prévention sectorielle, Méta et SCAL. Alors, un seul guide, un petit peu. Merci. Oui, on verra. Alors, c'est vrai que je n'ai pas cité ces deux acronymes, Méta et SCAL, mais plus vous présenter le guide qui regroupe ces deux principes. Donc c'est vrai qu'en introduction on en a discuté, on en a parlé, je ne vais pas faire jouer mon côté alarmiste, mais le bilan humain est malheureusement encore lourd et il est présent. Dans le secteur de la construction au niveau national, BTG regroupe 8% des salariés et compte encore malheureusement, grosso modo, 20% des accidents de travail avec arrêt et près d'un tiers des accidents mortels. Donc un bilan humain que l'on juge inacceptable, des conséquences humaines inacceptables. Et à cela s'ajoutent des conséquences financières qui ont été présentées. Conséquences financières qui ont deux impacts. Donc, on vous a parlé du coût direct, c'est le coût qui va impacter directement l'entreprise dans laquelle un salarié a été accidenté.
Il faut estimer sur le territoire, juste pour les accidents liés aux chutes de hauteur et aux troubles musculo-squelettiques, ça représente environ 1 milliard d'euros sur tout le territoire, donc, direct. Et vous avez le coût indirect lié, vous avez un accident, donc c'est une production qui s'arrête, c'est une usine qui peut s'arrêter pendant 3-4 jours, c'est des machines à remplacer, donc c'est tous ces coûts indirects qui représentent environ 5 milliards, pareil, en lien avec les accidents liés aux chutes de hauteur et TMS. Et ces coûts s'impactent, j'ai vu dans la salle il y a quelques mètres d'ouvrage, s'impactent notamment sur le coût des opérations, de vos opérations. Donc, Monsieur Lecomte l'avait dit en intro, c'est vrai que jusqu'à ces dernières années, nos actions étaient ciblées vers les entreprises, là où le risque était présent, et depuis bientôt 2 ans, nous orientons nos actions vers les maîtres d'ouvrage, qui, de par leur choix et orientation dans la définition de leur programme et d'opération, ont un impact sur la prévention des risques, à la fois en phase réalisation, donc production, gros œuvres, etc., et en phase exploitation de l'ouvrage. Donc un impact. Donc on est bien conscient que la prise en compte, ça rejoint un peu les discours qui ont été cités précédemment, la prise en compte de la prévention en phase conception et la mise en commun des moyens de prévention sur chantier sont source de progrès indéniables. Donc la présentation de Brice juste avant faisait l'écho d'une étude qui avait été réalisée sur la partie logistique. Depuis le réseau assurance maladie AT&T est allé un peu plus loin et a créé un guide, donc un guide de mutualisation des moyens, travaux en hauteur, circulation, manutention. Donc c'est un guide qui a été créé pour les maîtres d'ouvrage, donc et pas que pour les maîtres d'ouvrage. Pour les maîtres d'ouvrage et l'ensemble des acteurs de la construction, les maîtres d'œuvre, les coordonnateurs SPS, les entreprises aussi également. Et c'est un guide qu'on souhaite à terme voir promu dans les contrats signés entre le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et les coordonnateurs sécurité. Donc bien sûr, vu qu'on veut que ce guide soit promu dans ces contrats, il est bien sûr conforme, il a été établi en adéquation avec les diverses lois, loi MOP notamment, et le décret de décembre 1994 relatif à la coordination SPS. Et c'est un guide qui, à terme, vous aidera à améliorer la maîtrise des risques sur vos opérations. Alors, je tiens à préciser, vous avez une clé USB à l'entrée, vous retrouvez l'ensemble des supports et notamment ce guide sur cette clé USB. Donc l'objectif prévention, si j'avais à résumer en une seule phrase, vous l'avez à l'écran, l'objectif prévention de cette mise en commun des moyens, et avec en rouge les caractères qui nous semblent importants, mettre à disposition de tous les corps d'État pendant toute la durée du chantier des moyens communs de prévention. Donc une petite liste non exhaustive, mais les 3 premières lignes, c'est les éléments clés. Donc EPC, équipement de protection collective, chute de hauteur. Les moyens de transport des personnes pour accéder aux ouvrages et pieds d'œuvre, les moyens de levage et manutention, et zones de stockage, parking, accès, etc., etc. Si je peux faire une petite image rapide pour illustrer, équipement de protection collective, chute de hauteur, il y a des professionnels du bâtiment, vous avez un ouvrage en cours de réalisation, des poncifs qui relient deux bâtiments. La question qu'il faudrait se poser, alors quel dispositif de protection collective vis-à-vis des chutes de hauteur va permettre de sécuriser à la fois les salariés du gros œuvre, les finisseurs, l'étancheur, le carreleur et tout bout de chaîne, le serrurier qui va venir déposer son garde-corps définitif. Donc pour vous donner un peu une image. Les principes, donc c'est prendre possession au maître d'ouvrage de ses responsabilités qui sont inscrites dans le Code du travail, donc lui faire intégrer dans le respect des principes généraux de prévention dès la phase conception, presque la phase esquisse, mais avant projet sommaire, c'est indispensable.
par la maîtrise d'œuvre et le CSPS des prestations mutualisées pour la prévention des risques, donc le petit cours en plus. Donc ça va nécessiter une collaboration étroite entre maîtrise d'œuvre et CSPS pour déterminer ces prestations mutualisées et tout ça dans une analyse des besoins qu'auront les entreprises pour réaliser leurs tâches sur le chantier. Donc ces prestations bien sûr seront contractuellement exigibles, donc opposables aux entreprises. Donc on devrait les voir sur chantier. En pratique, donc toujours en concertation avec la maîtrise d'œuvre, ces prestations sont déclinées dans les pièces marchés, donc dans le DCE, dossier de consultation des entreprises. Alors c'est vrai que l'ordre est un peu inversé. Le CCAP a son importance puisque c'est là-dedans où on verra la nature des missions et des moyens attribués aux maîtres d'œuvre et CSPS, et surtout la coordination entre ces deux acteurs. Dans le PGC, on retrouvera le coordonnateur va inscrire les dispositions générales nécessaires pour assurer les préventions liées aux risques circulation, manutention, chute de hauteur. Le maître d'œuvre, si les dispositions techniques sont nécessaires, les inscrira dans le CCTP du lot concerné. Et donc tout ça figurera dans le dossier de consultation des entreprises et les entreprises répondront en connaissance de cause. Donc pour conclure les objectifs finaux, ce qu'on souhaiterait atteindre à terme, donc sur du long terme, donc une amélioration de la maîtrise des risques, donc je l'avais dit en entrée, une baisse globale des durées, une diminution des aléas et imprévus, donc un chantier organisé, anticipé, laisse moins de place aux aléas et aux dysfonctionnements, et une diminution des heures sans valeur ajoutée. Donc on a bien vu l'exemple flagrant sur l'aspect logistique, une organisation mise en place. On a du matériel pour accéder, donc on perd moins de temps à transporter du matériel, donc c'est des heures sans valeur ajoutée en moins sur une opération. Si je peux donner encore un exemple imagé assez rapide, vous avez un bâtiment classique de logement sur 3-4 niveaux, voilà, donc l'opération s'y prête aussi. Mur pignon sur lequel vous avez deux traitements, une partie bardage, une partie peinture. Une solution possible, ce serait de mettre un échafaudage, un montage sécurisé commun, qui serait monté dans la règle de l'art, réceptionné, vérifié, contrôlé, qui serait utilisé à la fois par le gros œuvre, l'étancheur s'il a besoin, les équipes finition bien sûr, le peintre, le bardeur, et c'est autant d'opérations en moins de montage, démontage, d'échafaudage individuel. Et ça c'est des cas qu'on a vu malheureusement, enfin, on le voit actuellement sur un chantier. Vous avez le gros œuvre qui intervient, donc il monte son échafaudage, il a fini le démonte qui bouille le rip sur le côté, et vous avez les autres corps d'État qui, dans le meilleur des cas, enfin dans le moins pire des cas, un échafaudage bien monté, dans le meilleur des cas, éventuellement une nacelle. Donc voilà, mais on est sur l'aspect individualiste. Voilà. Je vous propose une vidéo. Ça permet effectivement de choisir
pouvoir intervenir dans tous les corps de métier, comme par exemple l'échafaudage multidirectionnel. C'est la possibilité aussi de mettre en place de manière précoce un ascenseur, par exemple, pour les entreprises de seconde œuvre. Le risque, c'est que l'on travaille en improvisant. Et dans notre métier, l'improvisation n'est pas envisageable, puisque les risques sont quand même très importants et présents au quotidien. Donc il faut absolument travailler ces phases en phase amont, les phases de préparation, de définition de méthode, en phase de préparation de chantier, et idéalement lors de l'élaboration de l'étude de coût. Nous avons le cas actuellement sur un chantier de collège pour le conseil général de l'œuvre, où nous avons un échafaudage commun entre le miroitier, le maçon, le briqueteur et le ravaleur, qui permet aux entreprises une certaine latitude dans l'organisation et qui permet surtout d'avoir un stock important de matériel à pied d'œuvre, qui permet une facilité en termes d'organisation, de circulation et une fluidité. Oui, c'est difficile de toucher les maîtres d'ouvrage, d'abord parce que notre mission c'est de s'occuper des entreprises, donc on en a déjà beaucoup, mais surtout les maîtres d'ouvrage sont nombreux et diffus, je ne vais pas tous les citer, de la petite commune à la collectivité de commune, à la métropole, les maîtrises d'ouvrage publics, les maîtrises d'ouvrage privées comme les bailleurs sociaux avec les problèmes d'amiante. Et en plus souvent, ces maîtrises d'ouvrage n'ont pas les ressources nécessaires pour faire de la prévention et faire face à leurs responsabilités. Tous les préventeurs ont intérêt à travailler ensemble parce que pour les entreprises c'est plus commode, la lisibilité est meilleure et ça permet de trouver des solutions astucieuses et de se renforcer les uns les autres et de porter le même message. La difficulté mise en évidence, c'est l'approvisionnement des matériaux, notamment pour tous les corps d'état de seconde œuvre. Donc j'ai demandé aux entreprises, aux maîtres d'ouvrage de se coordonner pour bien souvent mettre en place l'ascenseur de manière mutualisée, de manière anticipée, de sorte que les corps d'état comme les plombiers ou les électriciens ou les podeurs de sol puissent donc approvisionner leurs matériaux en utilisant des moyens mécaniques. Les difficultés rencontrées, c'est que le maître d'ouvrage est assez réticent à mettre en place l'ascenseur de manière anticipée pour diverses raisons. La principale, c'est qu'il a peur que cela abîme son futur équipement. La deuxième difficulté rencontrée, c'est que les entreprises, elles, ont déjà, lorsque le lot n'est pas anticipé, les entreprises sont déjà budgétisées, et donc elles ne sont pas prêtes non plus à financer la mise en service de l'ascenseur. L'idéal, effectivement, c'est que les lots soient traités au niveau de l'exploitation, et que les prix intègrent le fait que les moyens de manutention soient mis en œuvre. Je pense qu'il faut que le maître d'ouvrage prenne conscience que nous avons une responsabilité commune vis-à-vis de nos salariés en termes de prévention, que notre intérêt à tous c'est d'emmener nos salariés jusqu'à leur fin de carrière en bonne santé et qu'il faut absolument intégrer cette définition de la prévention au niveau de la phase d'amont, conception du projet, organisation du projet dans les pièces écrites avant la sortie d'appel. Je pense que la prévention est un facteur de performance totale parce que ça permet aux maîtres d'œuvre de maîtriser ses coûts, ça permet effectivement à l'entreprise de les intégrer et les phases ça permet d'éliminer ou en tout cas de réduire significativement les parts supplémentaires. Je pense que les gagnants-gagnants. C'est effectivement quelque chose à poursuivre. Actuellement, on a rencontré que très peu de maîtres d'ouvrage. Il en reste donc beaucoup encore à sensibiliser. Les premiers retours sont plutôt positifs parce que les entreprises qui utilisent ces moyens collectifs de manutention sont plutôt satisfaites. Donc il faut poursuivre pour que ça devienne une généralité. Alors, avant d'aborder la question du CSPS, est-ce que vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs? Pas de questions. Tout est limpide, clair comme de l'eau de roche. Donc c'est vrai, dans le temps imparti, on a pris le choix de vous donner, de faire la présentation du guide, ses principes et ses objectifs. Donc je vous invite, pour ceux que j'ai pas encore vus, maîtres d'ouvrage notamment et coordonnateurs,
d'y aller, vous verrez toute la méthodologie, tout le fonctionnement. Ça a été fait aussi en collaboration avec des professionnels du BTP. Vous avez des annexes de principes qui permettent justement à cette détermination, à faire cette dichotomie, alors quels sont nos besoins en fonction des tâches à réaliser, et aussi des grilles aussi d'appréciation des offres qui vous serez remises. Donc le document est assez bien fourni et vous donne aussi des principes de mutualisation possibles en termes d'accès, en termes de protection collective. Donc pas mal ont été cités, les ascenseurs définitifs mis en service au préalable, les ascenseurs extérieurs. Donc voilà, le document est quand même assez complet. Et on parlait, le collègue de la CARSAT Normandie parlait de sensibilisation, on est toujours en phase de sensibilisation. On a vu certains maîtres d'ouvrage, on en a encore à voir, justement pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce fameux guide. Vous nous disiez en préambule que l'étude partait de chiffres de 2011, mais qu'ils étaient encore vrais. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui a évolué en 5 ans ? Non, enfin, je pense dire qu'il n'y aura rien à évoluer, c'est assez compliqué. C'est vrai que je suis assez récent dans l'institution, mais nous-mêmes déjà on a changé alors j'aime pas ce terme, mais voilà, notre cible d'action. On s'oriente vers tous les acteurs de l'acte de construire. C'est quand même une action jeune. On a commencé sur les papiers depuis 2014, mais effectivement 2015. Donc je pense qu'il faut quand même encore un certain laps de temps pour voir les effets, et surtout, pour l'instant, on est toujours en phase sensibilisation. On n'a pas encore d'exemples concrets ou d'exemples où on a pu accompagner les maîtres d'ouvrage sur cette mise en commun effective. Est-ce qu'il est plus facile de toucher les grosses entreprises que les petites? Je crois que Marc Dupuis soulignait la difficulté pour les petites entreprises. Le problème des petites entreprises, c'est surtout leur nom. Le BTP est un secteur où il y a plus de 90% d'entreprises qui sont des TPE, des entreprises de moins de 20. Donc effectivement, il est plus facile de faire une opération, enfin en tout cas plus d'impact avec un major, on a tout de suite plus d'impact que, moi je vois en Normandie par exemple, qui est la région, il y a 10 000 entreprises, là, sur les 10 000, 92% sont des entreprises de moins de 20. Donc on a de la difficulté à apporter le message à tout le monde avec des entreprises qui sont réparties dans tout le territoire, donc c'est un peu la difficulté. Oui, M. Dupuis faisait part de l'investissement particulier en termes de formation, d'information des salariés sur l'acte de construire. Je voulais juste rappeler qu'est portée actuellement une action d'un accord cadre dans le BTP à La Réunion, accord cadre qui a pour vocation de mobiliser des financements supplémentaires au financement de l'OPCA Constructis en termes d'offres de formation pour les entreprises de BTP. Et je trouve que les entreprises de BTP sont, par leurs représentants sur la CADVEB et la FRBTP à La Réunion, assez peu présentes et assez peu demandeuses de besoins de formation. Et là, effectivement, on a l'exemple d'un besoin de formation avéré pour lequel, en face, aujourd'hui, l'État et la région sont capables de mettre en perspective des financements pour la prise en charge totale, quasi totale, de ces coûts de formation pour les entreprises. Donc, il y a peut-être là des liens à faire entre vous, entrepreneurs, qui pourriez être intéressés par ces coûts-là, mais d'autres coûts de formation, et un dispositif mis en place sur le territoire qui est porté avec des financements importants derrière. Merci pour cette information. Deuxième demande d'intervention. Bonjour, je me présente rapidement, Jean-Pierre Perrin, j'interviens en prévention sur le viaduc de la Ronde du Littoral. Bon, malgré tout dans le BTP, mais assez loin du bâtiment. On a beaucoup parlé du maître d'ouvrage et donc des opérations financées par les maîtres d'ouvrage. On a aussi parlé, je crois, en tout début, d'un lot commun de protection collective, entre autres. Donc je suppose qu'on parle du lot 0 ou quelque chose comme ça. J'aurais aimé savoir s'il est possible aujourd'hui de tracer déjà un premier bilan métropole et réunion, puisque c'est aussi le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de ce lot 0 dans les opérations de bâtiment aujourd'hui.
Moi, c'est quelque chose de. Moi, je suis plutôt en entreprise générale, en génie civil, mais en bâtiment, le corps d'État séparé fait que effectivement, la protection, notamment collective, incombe souvent aux entreprises qui en ont la responsabilité. Donc, quel est aujourd'hui ce lot zéro qui pourrait être probablement, et qui avance, j'espère, une solution intéressante pour tout le monde? Alain Licky, je vais répondre à la place des intervenants. Nous n'avons pas de retour par rapport à cela. C'est une idée, comme le disait David, relativement récente. Nous avons proposé la réalisation d'une étude réunionnaise sur le sujet. J'anticipe sur ma propre intervention de tout à l'heure. Ça nous intéresserait beaucoup. Je sais qu'il y a quelques maîtres d'ouvrage dans la salle. Ça nous intéresserait beaucoup de trouver des terrains pour précisément faire cette étude. L'idée étant comme d'avoir des chantiers, des opérations à peu près équivalentes, conçues de manière différente. Donc c'est notre propre expérimentation de ce que l'OPPBDB a déjà fait avec un lot zéro et voir ce que ça donne à la sortie. Peut-être verrons-nous qu'avec le lot zéro ça coûte un peu plus cher. Ne préjugeons de rien. Et si ça coûte moins cher, on a gagné. Et si ça coûte un peu plus cher, il faudra se demander si ça vaut le coup de faire cet investissement-là supplémentaire pour tout un tas de raisons, y compris la question de la responsabilité pénale. Et donc, pour répondre à la question, nous n'avons pas aujourd'hui de moindre retour sur tout cela. On a, dans le benchmark, nous n'avons pas recherché encore parce que nous avons des régions, nos collègues de Pays de la Loire, vous avez entendu, sont peut-être un peu plus avancés que nous. Nous avons des régions qui sont parties avant. Il y a peut-être des retours de cette nature, mais ils n'ont pas été partagés. Donc nous n'avons rien pour le moment. Merci Alain. Une demande d'intervention encore. Je vais juste compléter. D'accord. Si je me permets, en fait, moi, ça c'est un titre d'expérience personnelle. Dans la pétrochimie, ça fait 10 ans que en fait, les opérations de chantier et de manutention et d'arrêt des sites se font avec des lots où en fait, la partie, tout ce qui est échafaudage accès est dédié à une entreprise qui va intervenir pour l'ensemble des intervenants du chantier. Et de même pour les moyens de manutention et de levage, c'est la même chose. Donc je veux dire, si ça fait, et je parle de ça il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire que si ça fait 10 ans que ça existe en pétrochimie, c'est qu'à mon avis ça marche, et que eux ils y voient un gain en termes de productivité. Donc après, voilà, il y a un gain en termes de prévention, mais en termes d'organisation, moi je l'ai vu, en termes d'organisation, demander au tuyauteur de monter lui-même son échafaudage pour accéder à un endroit qui est très compliqué, alors qu'il y a des gens qui sont dédiés dans ce métier-là et qui vont le faire de manière très professionnelle. Je pense qu'on est dans un meilleur contexte. Oui, bonjour, je me présente Thierry Castellanos, SEM de Béreuil, je suis CSPS. Je suis actuellement en train de travailler sur un lot zéro avec un maître d'ouvrage, donc je suis très sensible à ce qui se dit aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille en phase conception sur les documents, sur ce qu'on doit mettre en place, et on rencontre quelques difficultés sur ce qui peut être les pièces écrites, sur le financement, sur les surcoûts, et sur comment présenter notre dossier DCE pour que les entreprises à La Réunion le prennent en compte. C'est culturellement pour l'instant pas dans les mœurs. Voilà. Voilà une excellente transition avec l'intervention de Daniel Lallemand, qui est du cabinet Client et Associés, et qui vient... pardon. Daniel Coufina, j'avais cru que je faisais trop bien. Du cabinet Client et Associés. En fait, il vient d'atterrir et c'est moi qui plane. Donc, on disait que pour accompagner le maître d'ouvrage dans sa démarche de prévention, un coordinateur sécurité et prévention. Alors, comment choisir son coordinateur en matière de sécurité et de prévention de la santé? Vous allez nous présenter une nouvelle norme, NFP 99600, qui est donc relative aux bonnes pratiques de consultation et d'évaluation des offres de coordinateurs SPS à l'attention des maîtres d'ouvrage. Je vous laisse la parole. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis content
être là, je retrouve cette terre que j'ai connue quand j'étais Marmaille. Ensuite, dans mon début de vie professionnelle, donc beaucoup d'attaches, beaucoup d'émotions aussi, de revoir des lieux. Vous connaissez le Guernica, le comte de Lille, perdu sur la montagne entre deux parois hautes, il est un lieu sauvage, au rêve hospitalier, qui, dès le premier jour, n'a connu que peu d'hôtes. Le comte de Lille. Je crois que c'est important de se rappeler les richesses de ce territoire. Et donc, richesse aussi en termes d'engagement humaniste. On peut saluer le travail qui est fait ici, notamment avec la CGSS et le service prévention. Bravo Alain. Vous avez des indices de fréquence inférieurs à ceux qu'on a en métropole. Et voilà, quand on se met tous ensemble, ça produit quelque chose, c'est évident. Nous avions participé aux toutes premières formations des coordonnateurs en 1996. Les choses ont bien évolué. La profession de CSPS a quand même pris des orientations qui parfois sont assez étonnantes. Problématique de la rémunération. Problématique aussi de la gestion des temps. Tout était dans la réglementation au début. Mais on n'a pas toujours voulu suivre. Voilà. On s'est écarté des pratiques déviantes. Parfois même des absences de désignation. Bon, en même temps, on peut dire que c'est un métier qui est plutôt jeune, c'est le dernier acteur qui soit arrivé dans le domaine de la construction. Rappelons-nous, il y avait une sanction pénale pour le coordonnateur, pour le maître d'ouvrage, qui ne désignait pas le coordonnateur de sécurité lorsqu'il avait obligation. L'obligation, c'est à partir de plus de une, puisque c'est plusieurs. Alors, les pouvoirs publics s'en sont émus. Une ordonnance a été adoptée au 7 avril 2016, cette ordonnance qui renforce les pouvoirs de l'inspection du travail, par exemple, sur les arrêts de chantier. Et, grande innovation, on a renforcé la sanction pénale à l'encontre du maître d'ouvrage. En gros, on passe de 9 000 € à 10 000 €. On peut être un peu amer quand même, parce que c'est pas ça qu'on attend. Nous sommes des professionnels de la construction. Donc voilà, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage, essentiellement publics, ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, dans la conduite de leurs opérations immobilières. Et nous intervenons de temps en temps, assez régulièrement, sur la Réunion. Nous étions même intervenus jadis sur le basculement de l'eau, sur le contrat qui dure 20 ans, vous voyez, on a de confiance avec le client. Et puis plus récemment, le cyclotron, la Bretagne, et d'autres. J'ai eu une belle route littorale, monsieur, félicitations, c'est un gros chantier. Alors vous parliez d'entreprise générale, nous n'avons pas de vue, et ça donnera du corps, à cette idée d'un lot zéro. La nouvelle ordonnance sur les marchés publics et son décret d'application, donc là c'est applicable depuis le 1er avril 2016, fait obligation aux maîtres d'ouvrage d'allotir le marché. Alors, certains disent que c'est la fin de l'entreprise générale. En tout cas, si on veut maintenir une entreprise générale, il va falloir le motiver. Les maîtres d'ouvrage, bon courage pour motiver. Le syndicat national du second œuvre, actuellement, on est en train de chasser. Donc beaucoup de boulot pour la fonction d'OPC, et plus largement pour les fonctions de coordination. Coordination au sens sécurité et protection de la santé, bien évidemment, mais coordination au sens interférence entre entreprises. La mise en place de la protection collective devrait normalement se faire à ISO. Aujourd'hui, c'est diffusé entre plusieurs entreprises. Si on fait un lot commun, on devrait avoir le même montant. Si nous n'avions pas les mêmes montants, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous minimisons l'emploi de protection collective. C'est peut-être ça aussi la réalité. Quand la réglementation CSPS a été mise en place, elle n'a pas créé de charges nouvelles pour les entreprises. Elle ne fait juste que révéler des pratiques. Et on a vu d'un seul coup des échafaudages qui se un peu mieux, des chantiers enfin clôturés, des cantonnements de chantier qui n'étaient plus des baraques de chantier. Toute une organisation se mettait en place. Mais il n'y avait pas plus de règles qu'avant. Voilà.
Les métiers évoluent, même aussi censé. Les pratiques font l'objet de constats régulièrement, l'évaluation des pratiques professionnelles, et un certain nombre de personnes, notamment le groupement des organisations de coordination SPS, le COC SPS, a pris l'initiative en 2010 de réunir les bonnes volontés pour voir comment mettre en place une charte. Vous pouvez revenir un peu avant. Voilà. Mettre en place une charte de bonne pratique. Alors, une charte de bonne pratique qui ensuite nous amène à une normalisation. Ça fait quand même un peu plus de 20 ans maintenant que la fonction existe. Nous y sommes. Nous passons de la pratique à un travail normé. Vous pouvez avancer. Merci. C'est vous qui avez le micro ? Parfait. Non, c'est bon ça. Je sache qui vous regardez. Le comte de Lille est un poète parnassien, contemporain de José Maria de Heredia. C'est quelqu'un qui compte. Alors, en plus, le hasard fait, j'habite à Lyon, mais parfait aussi. Qu'est-ce qu'il pleut actuellement dans les pluies tropicales? C'est vrai, c'est très très étonnant. Hein. Mois de juin, solstice, il fait chaud la journée, le soir, orage, désespoir. Tout le monde a vu la télé, là? Bon, moi c'est pour l'Ukraine. Enfin, les Irlandais se retrouvaient en territoire connu. Hein. C'était bien vert. À la maison, ouais. C'était très sympa. À la gare, il y en avait plein. Comme quoi, on peut faire du sport sans se taper dessus. Qui est le coordonnateur de la sécurité dans les terrains de foot? Ah, le nôtre, en a-t-il un? Il doit avoir de l'autorité donnée par le maître de l'ouvrage. L'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission. Alors là, je peux vous dire qu'on peut en sourire aujourd'hui. Dans les contrats, vous en parliez, monsieur, tout à l'heure, c'est une vraie gageure. L'information n'est pas l'autorité. L'autorité, aujourd'hui, vis-à-vis des entreprises, est détenue par la maîtrise d'œuvre, qui est la clé de l'autorité par l'ordre de service. Alors, le CSPS doit se débrouiller avec ça. Il faut qu'il s'appuie sur le maître d'œuvre. Maître d'œuvre, grand absent de nos échanges. Donc, ramenons la maîtrise d'œuvre au cœur de nos préoccupations, que ce soit pour les marchés, les chantiers d'infrastructure ou de bâtiments. Bien. En fait, on a un souci avec le CSPS, et c'est bien pour ça que nous sommes aujourd'hui réunis. Un intervenant désigné, certes, que l'on a attesté pour sa compétence. Alors ce n'est pas le seul, mais il est assez rare qu'un tutu personné, on exige une capacité professionnelle. Alors nous connaissons avec le titre d'architecte, qui est protégé. Le titre d'ingénieur n'est pas protégé, il faut le savoir. Le contrôleur technique bénéficie d'un agrément à la personne morale, les personnes morales. Pour les personnes physiques, on peut satisfaire à des conditions d'exercice, c'est-à-dire minimum 3 ans d'expérience professionnelle, c'est pas toujours respecté. Et aussi, dans certains cas, la sécurité incendie, avoir passé les habilitations, notamment pour les vérifications réglementaires des établissements recevant du public. Après, les attestations de compétences dévolues à la personne physique, un personné, on va les retrouver dans les domaines de la sécurité. Avec le CACES, par exemple, une formation conduite d'engin en sécurité, les soudeurs ou les habilitations électriques. Notre sujet est suffisamment important pour qu'on arrive à aller jusqu'à l'identification de la personne qui intervient. Suffit-il d'avoir une attestation de compétence pour être compétent? C'est la grande interrogation. On est compétent dans son domaine de compétences. Mais je me rappelle d'un coordonnateur de sécurité de formation bâtiment, désigné pour un chantier de rocade, qui a appris son métier en suivant le chantier. C'est-à-dire qu'il a suivi le chantier sans jamais le rattraper.
alors qu'on est dans un métier d'anticipation. C'est une responsabilité écrasante pour le maître de l'ouvrage que de désigner un coordonnateur qui non seulement a une attestation de compétences, c'est le minimum, c'est la moindre des choses, mais qui a une compétence dans le domaine objet de l'ouvrage réalisé ou à réaliser. Là, on commence à se poser des questions. En plus, je ne crois pas à la pluricompétence j'analyse des offres de coordonnateurs SPS. Quand je vois des CV avec des dizaines d'opérations, tout azimut. Et un jour je fais de l'eau, et un jour je fais du bâtiment, et un autre jour je fais un autre tunnel. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on passe à côté, ou alors on est spectateur, des choses se passent, on ne les comprend pas. Dans nos métiers, nous avons, je pense que c'est une chance de conjuguer expérience et ancienneté. Dans d'autres, comme l'informatique par exemple, l'ancienneté se conjugue avec l'obsolescence. Dommage. Nous non. Plus on avance, plus on se modifie, normalement. Normalement. Le code du travail prévoit, la réglementation prévoit que soit indiqué dans les contrats les temps prévisionnels d'intervention, tant en phase conception qu'en phase réalisation. Alors c'est un peu une gageure pour le maître d'ouvrage qui doit faire une pré-évaluation de ces temps. Certains ouvrages laissent la mise en concurrence librement s'installer sur le sujet. Alors, c'est quoi cette prestation intellectuelle? Comme toute prestation intellectuelle, un individu, une personne, au bout du bout, ce sera une personne physique qui interviendra. La norme dit, je suis assez d'accord avec le reste, dont la compétence est sanctionnée par un coût horaire. On va discuter de ça, évidemment. Ça va nous tenir en alerte. Donc un intervenant désigné multiplié par des heures à passer sur l'opération. Vous faites le produit, la somme, hop, on arrive à un montant qui devrait être en général forfaitaire. La rémunération à prix unitaire, en régie, c'est très très rare dans nos métiers. Très très rare. La maîtrise d'œuvre, par exemple, la loi sur la maîtrise d'œuvre publique en fait obligation, c'est un contrat au forfait. Ce qui soulève pas mal d'interrogations quand l'opération est encore très floue. La corrélation au coût horaire, quelle sincérité, vous voyez bien que quand on a deux paramètres dans une opération, des temps prévisionnels, on a tendance, on voit bien dans les offres, à gonfler pour faire beau, et puis un résultat de l'équation qui représente l'offre financière et par le jeu de la concurrence, critère prix, on tend à minimiser. Résultat des courses, si la première partie augmente et que le résultat doit être assez bas, la partie qui va trinquer, c'est le coût horaire. Les coordonnateurs qui font partie du comité de normalisation ont supplié les pouvoirs publics de figer ces paramètres. Et c'était un combat perdu d'avance. On n'a pas le droit. Les prix sont libres. Depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986, on sort du blocage des prix. Donc les prix sont établis librement. Donc on n'a pas le droit d'interférer à ce point-là. Si, peut-être au SMIC. On ne peut pas descendre en dessous. Sauf si j'ai bien compris, si on est transporteur routier. Ça va faire couler du gasoil. Alors comment on s'en sort? Quel est le juste prix d'un coordonnateur SPS? Nous avions eu l'occasion, il y a quelques années, de présenter une méthode le syndicat d'ingénierie SINOV, CICF, qui est un des partenaires de Syntec, ingénierie, deux syndicats d'ingénierie. Donc je travaille avec les deux, c'était bien. C'est de diffuser de chaque côté. C'était plus facile avec SINOV pour la mise en place d'une méthode d'évaluation des offres en prestation intellectuelle. Et avec un utilitaire Excel qui avait été mis en place pour
faire un lien entre la rémunération et le coût horaire. Avec, grosso modo, un coût F4 qui arrive. Il s'avérait que le prix moyen, quand on lit les bilans des sociétés de coordination SPS, amène à 90 € de l'heure, prix de vente. Les CSPS ont supplié les pouvoirs publics pour mettre un minimum à 80 €. Fin de non-recevoir. La FNOR a dit nous n'avons pas à normaliser ce sujet. Dans la pratique, on arrive à 40 €. 40 €. 30 parfois. Après, je n'ose pas en parler, on est en dessous du SMIC.